hommes et les femmes. Et donc, il devrait se joindre à nous dans quelques instants. Alors, j'ai le plaisir maintenant de le remplacer, bon, peut-être parce que je suis ici depuis un certain temps, ou je suis à l'Assemblée depuis un certain temps, et donc je vais vous présenter le rapport sur les femmes, la paix et la sécurité et sur la résolution 1325 parce que nous commémorons le 20e anniversaire de cette résolution et nous traitons de ce sujet depuis longtemps dans nos assemblées parlementaires, mais j'aimerais vous dire quelques mots d'abord concernant l'attentat qui s'est produit en France ce matin, qui nous a profondément attristés après les terribles attentats de 2016. Encore une fois, à Nice, un terroriste a sévi et donc, encore une fois, au nom de notre Assemblée, toutes nos pensées, nos prières pour les familles et les amis de des victimes. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'il n'y a que 2 semaines que Samuel Paty a été tué brutalement, assassiné, décapité. Et cela montre bien que nous aurons à traiter avec ce genre de problème, le terrorisme dans nos pays, davantage que dans le passé, parce que ça montre bien que ça peut nous toucher tous et toutes. Nous savons que ces attentats visent nos valeurs, les valeurs que nous représentons, que l'OTAN représente. L'OTAN n'est pas simplement une alliance militaire, mais également une alliance basée sur des valeurs. Au nom des membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'aimerais exprimer notre solidarité avec la France et avec tous les alliés qui se joignent à nous pour lutter contre le terrorisme. Et la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est d'être solidaire et de promouvoir nos valeurs. Mais je reviens au sujet d'aujourd'hui. J'ai déjà dit qu'il y a 20 ans, samedi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution révolutionnaire 1325. Pour la première fois, le Conseil de sécurité a reconnu que les parties à un conflit avaient la responsabilité d'empêcher la violation des droits des femmes. La résolution souligne l'importance, d'après moi, de l'intégration. Il faut reconnaître que les femmes ne sont pas uniquement des victimes. Et donc, pour la première fois dans cette résolution, on voyait que les femmes pouvaient également être des participantes actives au maintien de la paix. C'est pour cela que la résolution souligne l'importance de l'intégration d'une perspective sexo-spécifique dans toutes les opérations de maintien de la paix et elle exhorte les États à assurer une représentation accrue des femmes à tous les niveaux des États membres. Pour cette raison, au cours des 20 dernières années, et en particulier au cours des 10 dernières années, notre Assemblée a contribué à cet effort mondial. Il y a 10 ans, notre Assemblée a adopté une résolution dans laquelle nous appelions à l'incorporation de ce programme dans toutes les politiques et pratiques de l'OTAN. Et le secrétaire, la représentante spéciale du secrétaire général a également beaucoup participé à ce programme. Ce poste, en fait, a été créé à la suite de discussions avec le secrétaire général et c'est pour ça que nous estimons que c'est très important. Nous avons adopté des mesures pour parvenir à une représentation plus équitable des femmes et des hommes parmi nos membres et élus. Et une des méthodes, c'était une enquête sur la façon dont les choses avançaient dans les différents États membres. Nous voulions exercer une pression sur les gouvernements par l'entremise des parlements pour garantir une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour cela que nous avons lancé un certain nombre de mesures
Et pour cette raison, je suis ravi de vous présenter le panel d'aujourd'hui. J'ai un privilège de souhaiter la bienvenue à notre amie Claire Hutchinson. Claire, le secrétaire général, vous a nommé représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité en janvier 2018. Et Claire, je suis convaincu que cette année anniversaire est très chargée pour vous. Alors, je suis convaincu que vous avez beaucoup travaillé cette année, donc nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants d'avoir pris le temps de de venir nous adresser la parole. Donc, très bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je suis également ravi de vous présenter la vice-amirale Louise Dedichen. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Elle est représentante militaire de la Norvège auprès de l'OTAN depuis le début de 2020. La vice-amirale Dedichen est arrivée à Bruxelles en tant que commandante du Collège universitaire norvégien de défense, où elle a dirigé la restructuration la plus complète de l'enseignement militaire national norvégien des temps modernes. Et enfin, je suis heureuse d'accueillir Christina Finch, chef de la division genre et sécurité du DCAF. Madame Finch est avocate et défenseur des droits de la personne. Elle a une longue expérience dans le domaine, notamment au Bureau des institutions démocratiques et des droits de la personne de l'OSCE et à Amnesty International USA. Madame Finch, notre Assemblée apprécie hautement notre étroite coopération avec le DCAF. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, je dois noter que l'enregistrement de cette réunion sera publié sur le site web de notre Assemblée et sur nos réseaux sociaux. Très bien. Alors, j'aimerais vous demander également, lorsque vous prenez la parole, de parler clairement dans votre micro. Sinon, nos interprètes auront beaucoup de mal à vous comprendre, à vous entendre pour pouvoir vous interpréter. Alors, merci. Claire, nous allons commencer par vous. Vous avez la parole. Merci. Merci infiniment. Merci à l'Assemblée parlementaire de cette invitation. Je suis ravi d'être ici avec vous à la veille de cet anniversaire, ce week-end. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Et comme vous le savez, cet anniversaire, il y a eu une ministérielle défense la semaine dernière où le sujet Femmes, paix et sécurité était à l'ordre du jour pour la première fois. Donc ça, c'est une autre première à l'OTAN qui nous ravit. Et il y a eu également une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord où, encore une fois, nous avons parlé de l'avenir du programme Femmes, paix et sécurité. Donc je pense que nous avançons bien, nous repoussons constamment la barre. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes ici parce que le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1325 et c'est un moment historique parce que pour la toute première fois, les expériences et le rôle des femmes dans les temps de conflit a été considéré comme une question de paix et de conflit. Et donc, nous avons constamment cherché à éliminer les obstacles sur la route des femmes pour promouvoir la paix et la sécurité. Nous savons qu'une paix durable ne peut être réalisée sans l'égalité pour les femmes. Et nous le savons depuis longtemps, mais nous savons que le traitement des femmes dans toute société, quelle qu'elle soit, c'est le baromètre qui nous permet de prédire les autres formes d'oppression. Nous savons que c'est parmi les signes avant-coureurs d'autres formes d'oppression. Et donc, la résolution 1325 a bien montré que les femmes peuvent être des catalyseurs pour la transformation de la société, pour la paix et pour le règlement des conflits et pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Elles servent de médiatrices dans les différents, elles réunissent les familles en temps de conflit, elles identifient les ressources qui sont
qui sont rares en temps de conflit, et on l'a vu également au cours de cette pandémie. Et dans de nombreux cas, elles défendent et protègent à leurs risques et périls. Et que ce soit à Kandahar ou que ce soit au Sinjar, le trafic de femmes. Mais les femmes sont très résilientes et nous avons vu cette résilience lors de la marche pour le pain à Pristina, également au cours des bombardements à Sarajevo et plus récemment également l'activisme à vélo des jeunes femmes à Bagdad. Donc, au cours des 20 dernières années, le programme Femmes, Paix et Sécurité s'est élargi, il a élargi son périmètre et nous avons 10 résolutions du Conseil de sécurité maintenant qui nous donnent plus de latitude pour explorer, pour évoluer avec le temps. Et cela veut dire que nous pouvons maintenant traiter des défis de sécurité émergents qui arrivent à vive allure. Et le programme Femmes, Paix et Sécurité et sa pertinence ont également évolué pour les membres de l'OTAN et les partenaires. Et dans les au début, l'OTAN a reconnu l'intérêt de ce programme pour la protection et ça a servi d'assise pour la reconnaissance de la parité entre les sexes comme élément fondamental. 20 ans plus tard, nous savons que l'efficacité de ce mandat n'est pas fondée uniquement sur des chiffres et nous ne pouvons pas laisser les chiffres remplacer l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour faire avancer l'égalité, nous devons être vigilants et faire la promotion de l'intégration de la perspective de genre dans toutes nos fonctions. Ce n'est que lorsque nous entremêlons la perspective de genre dans toutes nos tâches, dans toutes nos fonctions, que nous atteindrons notre objectif final qui est la liberté et la sécurité. Nous avons également appris au cours des années que les femmes ne sont pas uniquement des éléments de changement positif, elles peuvent également être l'auteur de crimes et souvent elles peuvent être également elles peuvent exercer énormément d'influence pour créer des réseaux, y compris par exemple en Afghanistan. Nous en avons appris beaucoup au cours des années et nous avons fait des avancées importantes. Nous avons adopté et adapté et nous avons traduit le programme Femmes, Paix et Sécurité. Nous l'avons transposé en une vision. Et nous nous sommes rendus compte que notre vision de la sécurité doit être ancrée dans l'inclusion des femmes dans tout ce que nous faisons, ainsi que dans l'adoption de la perspective de genre. Mais à l'occasion de cet anniversaire, je ne vais pas fêter, je vais simplement en profiter pour réfléchir parce que je crois que nous n'en avons pas fait assez et que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Et nous avons encore beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles à surmonter. Pour que ce programme soit vraiment une réussite, il doit résonner, il faut que le programme soit adapté aux besoins, il faut que tout le monde comprenne que c'est une partie intégrante de nos travaux. De cette façon, ça deviendra un élément de notre travail et des conversations sur la cybersécurité, le changement climatique, les investissements de défense. Et il faut que nous soyons à l'aise pour en parler dans toutes les conversations, pas uniquement lorsqu'il y a une conversation sur les femmes, la paix et la sécurité, mais sur toutes les autres conversations, pour nous assurer que les femmes sont bien partie prenante dans les discussions sur la sécurité. Il n'y a que 14 pays qui ont plus de 50% de femmes dans le Conseil des ministres. Et 4 pays seulement n'ont que 50% de députés femmes. Et donc, encore une fois, les chiffres, ce n'est pas la seule réponse, mais la clé pour la réussite, c'est vraiment un changement de mentalité et c'est ce dont il s'agit quand on parle d'intégrer le programme dans toutes nos fonctions. Et donc, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. C'est un programme collectif auquel les alliés et les partenaires doivent souscrire parce que il faut absolument que les actes suivent les paroles. À titre d'alliance militaire la plus réussie de l'histoire, nous devons montrer l'exemple et montrer que les femmes, la paix et la sécurité, c'est un outil qui nous permet de montrer également
notre détermination pour faire de ce programme une priorité et cette détermination également s'étend à nos partenaires ainsi qu'à tous les acteurs de la société civile qui travaillent avec nous. Et j'aimerais enfin souligner l'importance des chiffres. Ce n'est Et c'est en train de devenir un obstacle à l'avancement du programme Femmes, Paix et Sécurité. Que l'on regarde par exemple le flot de réfugiés ou que ce soit chez nous ou plus loin, nous devons avoir des chiffres, une répartition selon les sexes, parce que vous pouvez jouer un rôle essentiel pour nous aider à identifier là où il y a des lacunes et des insuffisances en demandant, par exemple, combien de femmes et d'hommes ont été touchés par telle ou telle activité ou par telle ou telle catastrophe, non seulement dans la société, mais dans vos assemblées parlementaires, dans tout ce que vous faites, parce que nous sommes confrontés à de nouveaux défis avec le cyber, le changement climatique ou la désinformation. Et donc, de cette façon, nous pourrons avoir des résultats plus positifs. Il nous reste beaucoup de choses à faire encore et nous devons le faire ensemble. Nous devons nous assurer que le programme Femmes, Paix et Sécurité continue à faire partie des fonctions de l'Alliance et que les avancées qui ont été réalisées sont durables et que ce n'est pas simplement un moment d'anniversaire que nous fêtons, mais il faut s'assurer que ça soit durable. Je sais que l'OTAN et l'Assemblée parlementaire vont faire leur part et nous allons continuer à capitaliser là-dessus, sur les avancées pour avancer à l'avenir. Merci. Merci, Claire. Alors, je vais donner la parole immédiatement à Louise. Louise? Try to activate it. Let's see. Yeah. Can you speak now? Let's see if that works. No. Can you send a message, Alexandra? Did you? Or did you? Yeah, I think she can hear us. Did you have headphones, Admiral? Maybe you can try with the headphones and see if that works, perhaps. But the microphone is out. If that. Yeah, Is it microphone. Yeah. So we turn the microphone on our side, but she still needs to activate it on her side. And if that doesn't work, maybe try refreshing your page. Let's see. I see a frozen image now. Yeah. Louise, can you hear us? No. Let's see. Maybe she is refreshing. Yeah. Yeah. Okay. That will help. Leave and come back. Let's hope. Or should we change and Christine? Maybe, yeah, maybe if you like, Ula, and then we can get the Admiral Yes, back Christina. when she's back. Yeah. Yeah, can you continue? Then we have a little bit time to organize it with with Of Louise. course. Thank you. Can you hear me? Yes. Perfect. Membre honorable de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet aussi essentiel pour la sécurité mondiale et régionale. Comme l'a dit le Président, je suis Christine Fisch, je suis chef de la division genre et sécurité au DECAF, au centre de Genève, donc pour la gouvernance dans le secteur de la sécurité. C'est une organisation avec 63 États membres, mais au cours des 20 années passées, nous avons travaillé pour appuyer les améliorations dans le domaine de la sécurité et de la justice dans plus de 80 pays et dans chaque région du monde.
nous proposons une perspective mondiale sur les réussites et les défis pour réaliser les objectifs de l'ordre du jour Femmes, Paix, Sécurité, en nous inspirant du travail que les forces armées, les parlements, les ministères, ainsi que les organisations intergouvernementales, y compris l'OTAN, l'OSCE et les Nations Unies, peuvent effectuer. Aujourd'hui, j'insiste sur 2 enseignements tirés de nos travaux. Tout d'abord, le fait de réaliser l'objectif du programme Femmes, Paix, Sécurité nécessite de changer également la culture institutionnelle dans le domaine de la sécurité et de la justice, dans les institutions afférentes. Et deuxièmement, il y a le fait que les parlements ont un rôle critique à jouer pour assurer le suivi, orienter les progrès nationaux vers ces objectifs et plus largement pour obtenir une parité homme-femme dans le secteur de la sécurité. Et bien sûr, le DICAF dispose d'instruments qui peuvent appuyer les parlements dans ce sens. Passons maintenant au premier point en ce qui concerne le fait de changer la culture institutionnelle. Il y a plusieurs revisions internationales ainsi que des organisations de la société civile locale qui ont exprimé un mécontentement parce que la mise en œuvre du programme WPS allait à une cadence trop lente. Beaucoup parlent de l'échec des gouvernements à donner les ressources nécessaires pour ce programme WPS pour créer une responsabilité vis-à-vis de cela. Nous voyons dans de nombreux pays des normes de droits humains internationales qui sont sapées. Et il y a également des femmes qui sont ciblées, des discours homophobes qui ne font que s'accroître parmi les dirigeants politiques. La sécurité, la justice et les institutions de ce secteur, y compris les forces armées, jouent un rôle essentiel pour réaliser les objectifs du programme WPS, précisément parce que nous nous reposons sur cela pour protéger les femmes, les jeunes femmes, vis-à-vis de la violence, pour promouvoir les droits humains pour les femmes, y compris les effectifs féminins, et pour faciliter également un établissement de la paix qui tienne compte des sexospécificités. Au cours des 20 dernières années, plusieurs institutions dans le domaine de la justice et de la sécurité, y compris l'OTAN, les forces armées, ont introduit des politiques, des orientations, une formation, des positions consultatives pour appuyer l'intégration de la dimension du genre. Beaucoup ont augmenté leurs chiffres parmi les personnels féminins. Ces mesures, parfois, ont permis d'aider les institutions à être plus pluralistes et représentatrices et de s'acquitter de leurs tâches beaucoup mieux. Mais les mesures visant à recruter plus de femmes, à faire face au harcèlement sexuel, à améliorer les réactions vis-à-vis de la violence contre les femmes, à mettre en œuvre une formation dans le domaine du genre, etc., tout ceci aura peu d'impact ou un impact limité, à moins que les attitudes et les pratiques qui excluent et dévaluent certaines personnes et certains sujets ne soient changés. Nous voyons tout cela lorsque, et ça arrive souvent, les politiques de la dimension du genre sont adoptées, mais pas mises en œuvre. Lorsque les femmes sont recrutées, mais pas promues. Lorsque les services de violence sur la dimension du genre ne trouvent pas les ressources nécessaires et lorsque la formation pour la dimension du genre connaît des sourires grinçants ou narquois. Il y a des attitudes de discrimination, des pratiques qui sont souvent inconscientes et structurelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être changées. Les parlements jouent un rôle essentiel pour faire appel à ce changement. Nous pensons qu'on peut réaliser un certain succès lorsqu'il y a tout d'abord une reconnaissance par les dirigeants du fait que le harcèlement et la discrimination contre les femmes et d'autres groupes qui sont marginalisés sont des problèmes graves. Et également lorsqu'un engagement a été pris par eux de faire face aux causes profondes de cette situation. Deuxièmement, lorsqu'il y a cette volonté des dirigeants de faire en sorte que ces problèmes soient visibles, par exemple en écoutant les personnels, les communautés et en entreprenant également une collecte régulière et une analyse régulière de données. Troisièmement, la création de mécanismes solides pour suivre les progrès dans le but d'avoir une parité homme-femme, une plus grande diversité, une plus grande inclusion, un plus grand pluralisme. Le DICAF a travaillé avec les forces armées qui sont disposées à vraiment jeter la lumière sur les problèmes dans leur culture institutionnelle. Je vais parler aujourd'hui de 2 exemples, la Géorgie et l'Ukraine. Au cours des 3 dernières années, nous avons travaillé avec les forces armées géorgiennes ainsi que le ministère de la Défense pour appuyer une évaluation du climat d'organisation qui tienne compte des sexospécificités. C'est un titre qui sonne fort et ça présente également un réexamen très fort. Il s'agit d'une étude très solide qui a donné des preuves scientifiques crédibles, confidentielles, grâce à des différents questionnaires quant à la façon dont les hommes et les femmes ont une expérience dans les forces armées par rapport à la discrimination et au harcèlement. Cette évaluation a mené à toute une palette de mesures pour faire face aux défis recensés pour les femmes et les hommes dans différents domaines de la vie militaire, allant de la perception des femmes par rapport à leur
opportunités de carrière jusqu'à leurs expériences du harcèlement sexuel et le fait qu'il faut avoir plus de formation pour faire face à ce problème. L'évaluation nous donne également un référentiel fiable des données pour suivre les initiatives, pour être sûr que des initiatives sont bien prises, efficaces ou peuvent être adaptées si cela s'avère nécessaire. En Ukraine, nous travaillons avec la police nationale. Nous les aidons à mener une auto-évaluation de la dimension du genre qui essaie de voir de manière systématique comment la police répond aux différents besoins des femmes et des hommes dans leur communauté et s'il y a une discrimination ou un harcèlement. Nous faisons ce travail similaire avec l'École nationale des juges et l'Académie des procureurs afin de surmonter les obstacles institutionnels, les partis pris qui sapent les bonnes réponses à la violence contre les femmes. Ces types de processus prennent du temps, elles nécessitent des talents techniques, un engagement de ressources, la mise sur pied de systèmes. Il faut également un suivi et une bonne responsabilité significative. C'est le travail sérieux qui s'impose pour réaliser des progrès significatifs pour atteindre les objectifs du programme Hommes-Femmes Sécurité. Alors, deuxième point, le rôle essentiel des parlements pour réaliser ce programme Femmes, Paix, Sécurité. Les parlements peuvent et doivent jouer un rôle essentiel pour suivre de près la mise en œuvre par les pays de ce programme WPS, y compris la mise sur pied et la mise en œuvre de plans d'action nationaux. Le suivi parlementaire, le contrôle parlementaire de la mise en œuvre de ces engagements peut être effectué par toute une palette de mesures, telles que le fait d'utiliser le pouvoir législatif pour être sûr qu'une législation efficace puisse exister. Il s'agit également de soulever la question dans les débats parlementaires, les réunions de commission et également les audiences en créant des groupes croisés sur le programme WPS, en publiant des rapports et en soumettant des questions aux représentants gouvernementaux. Cette étude de 2018 de l'Assemblée sur la mise en œuvre des femmes de la paix de la sécurité dans les États membres de l'OTAN, et le DECAF a participé à sa rédaction, a bien montré que tous les parlements de l'OTAN sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le domaine des femmes, de la paix, de la sécurité. Ce sont des nouvelles fantastiques, mais l'étude a montré qu'il y a beaucoup à faire du côté des parlements. 36% des parlements de l'OTAN utilisent 2 mécanismes ou plus de suivi pour contrôler la mise en œuvre du programme Femmes, Paix, Sécurité. En février, le DECAF a publié une nouvelle ressource pour que les parlementaires se penchent sur ce sujet de manière plus globale. Il y a également l'intégration de la dimension du genre dans tout ce que font les parlementaires. Dans le cadre de la boîte à outils sur la dimension du genre, la sécurité globale du DECAF, il y a donc cet instrument numéro 7 sur la supervision parlementaire du domaine sécuritaire et de la dimension du genre, qui se concentre sur des suggestions pratiques pour les parlements afin qu'ils prennent des mesures pour assurer que ce programme soit bien rempli. Alors, cet instrument essaie de voir comment les parlements peuvent tout d'abord être sûrs que la sécurité, les besoins sécuritaires soient bien définis de manière pluraliste et avec une dimension du genre. Deuxièmement, il faut que la législation soit efficace et les structures soient en place pour faire face à la violence liée à la dimension du genre et que la dimension du genre soit bien intégrée dans les budgets. En tant que parlementaire, vous savez tous que les budgets sont vraiment un énoncé des priorités gouvernementales. Pour résumer, s'il n'y a pas d'argent pour mettre en œuvre un programme, il est très probable qu'il sera mis en œuvre. Ensuite, quatrièmement, il faut une coopération solide entre les parlements, la société civile, ainsi que les institutions intermédiaires et les institutions nationales des droits humains pour incorporer la dimension du genre dans le travail parlementaire. Et ensuite, il faut que les parlements exigent, suivent, supervisent les plans d'action nationaux sur les femmes, la paix, la sécurité. Les parlements peuvent être un vecteur qui permette de réaliser le programme Femmes, Paix, Sécurité. Mais il y a également la volonté politique qui est nécessaire pour avoir plusieurs changements. Et tout ceci est possible. Nous sommes prêts à en discuter et avoir une image d'ensemble pour réaliser le programme WPS plus en détail avec les parlements intéressés. Je me réjouis d'une discussion solide sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté. Merci Christina. J'espère que maintenant, nous pouvons entendre Louise. Vous m'entendez bien? Très bien, merci. Merci, je suis vraiment désolée pour ces petits problèmes techniques.
C'était la connexion Internet qui est tombée en panne pendant quelques secondes. Et c'était juste quand j'allais prendre la parole. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant ce webinaire. Et je suis très honorée de m'exprimer devant ce groupe de représentants éminents. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors tout d'abord, je voulais insister sur le fait que les femmes, l'appel à sécurité, que ce programme et les perspectives du genre sont aussi importants pour moi personnellement que ce ne l'est pour les dirigeants des représentants militaires norvégiens de l'OTAN. Ceci me tient à cœur particulièrement à double titre. Donc je voudrais saisir cette occasion pour prendre un peu de recul et voir comment les perspectives du genre ont évolué dans les forces armées norvégiennes au cours des 20 dernières années passées, en essayant de comprendre ce qui a été réalisé en termes d'effets réels. Et ce faisant, moi je me suis reposée sur le docteur et lieutenant-colonel Lena Kvarving, qui a effectué une recherche détaillée en la matière. Même si ces conclusions parlent particulièrement des conditions norvégiennes, je crois qu'il est juste d'appliquer ces résultats avec quelques modérations à tout membre de l'Alliance ou pays partenaire. Les conclusions dont je vous parle représentent une liste globale et complète d'insuffisances spécifiques, mais également des réussites. Tout n'est pas pessimiste. Cependant, d'après ce que je puis voir, l'absence d'efforts pour intégrer la dimension du genre, telle qu'elle est définie par les Nations Unies, représente le problème essentiel. Selon moi, on ne fait pas suffisamment d'efforts, on ne se dépasse pas, ni notre entourage, lorsqu'il s'agit d'intégrer la dimension du genre. Au lieu de cela, nous avons trouvé une solution à mi-course où nous nous satisfaisons du terme dimension du genre qui apparaît dans un texte ou un plan militaire. Je voudrais ajouter que mes collègues me l'ont présenté comme étant juste cocher une case à cet égard. Alors, mesdames, messieurs, ceci ne suffit pas. Pour le travail excellent qui a été effectué par nos prédécesseurs, nous leur devons de nous dépasser et d'aller un pas plus avant. Donc, si on regarde les résultats du Dr Kvarving, il y a des domaines spécifiques que je souhaite promouvoir comme étant essentiels pour redémarrer un processus qui, pour certaines raisons, était resté à l'arrêt il y a de cela plusieurs années. Et voilà mes 3 aspects de la discussion. Tout d'abord, je voudrais déplacer la responsabilité de l'intégration du genre directement vers les hauts responsables à tous les échelons. Un conseiller de la dimension du genre ne peut pas être un alibi confortable ni utilisé comme organe de surveillance pour des efforts à mi-course pour apparaître correct sur le plan politique. L'intégration du genre dans les opérations est de la responsabilité des dirigeants. C'est une façon de renforcer l'efficacité de l'organisation et d'une opération. Si on ne reconnaît pas cet état de choses, cela veut dire qu'en tant que dirigeant, non seulement on ne va pas réussir à obtenir la parité homme-femme, mais on va, en tant que dirigeant, échouer à bien des égards, pas simplement en ce qui concerne l'équité, l'efficacité et les droits de l'homme fondamentaux, pour n'évoquer que quelques exemples. Ceci veut dire que des changements dans la façon d'agir des dirigeants doivent intervenir urgemment. Je voudrais insister également sur le fait que la vérification de tout cela doit être mise en place. Selon moi, nous devons être à même d'évaluer les progrès réalisés. Des objectifs quantifiables, particuliers à tous les échelons de l'organisation, doivent être mis en place. Et l'ambition doit être claire, l'intention également doit être connue de tous. Des facteurs tels que la répartition de la dimension du genre, la connaissance, le suivi des défis de la dimension du genre, l'inclusion de la perspective du genre à tous les échelons de la planification et l'exécution des opérations, ainsi que des évaluations régulières, sont des méthodes possibles pour motiver l'ensemble de l'organisation afin qu'elle apprenne à exploiter pleinement l'intégration du genre. La parité homme-femme n'est pas un service qu'on rend aux femmes ou un jeu à somme zéro. Ceci profite à tous et c'est un instrument d'efficacité.
Et en dernier lieu, il s'agit d'un effort autant conjoint lorsqu'il s'agit de savoir comment les 2 points que j'ai cités précédemment seront respectés. Et sérieusement, il s'agit de voir comment ils profiteront à l'ensemble de l'Alliance. À cet égard, les objectifs peuvent être réalisés par un bon engagement stratégique. Le premier, c'est un engagement unanime par tous les membres de l'Alliance en répartissant comme il se doit les ressources. La volonté et les dirigeants de l'OTAN, le leadership doivent être là, à l'OTAN ainsi que sur le plan national. Le deuxième effort stratégique doit se concentrer sur une interaction entre la partie politique et la partie militaire de l'Alliance. L'orientation politique doit se concrétiser en plan réel, comme je l'ai dit précédemment. Le respect réciproque et un effort qui permette de comprendre les divergences entre la culture politique et la culture militaire est un besoin impérieux. Le point suivant prêtera peut-être à controverse, mais j'aimerais quand même vous le faire remarquer. Je suis sûre que les divergences culturelles peuvent être atténuées. Comme la culture militaire, très souvent, est mal interprétée, comme ayant un parti pris vis-à-vis de la dimension du genre. Heureusement, ça n'est pas toujours le cas. Un ancien collègue, Nina Ronès, a mené sa thèse de doctorat sur les forces armées modernes et leur culture. Et sa conclusion a été que tout simplement, cette culture des forces armées est, de par sa nature même, féminine. Et l'OTAN, en tant qu'organisation basée sur des valeurs, doit essayer d'atteindre cet objectif global, assurer la paix. Cette tâche est tellement importante qu'elle ne peut pas être laissée de côté et la confier simplement au domaine de la dimension du genre. Alors, pour conclure, je mets au défi cette alliance de reconnaître cet anniversaire non seulement comme commémoration, mais également comme occasion rêvée qui nous permette de nous rappeler que nous n'avons même pas parcouru la moitié du chemin pour cette tâche et qu'il nous reste une obligation de mener à bien cette tâche, pas simplement pour nos prédécesseurs, mais principalement pour nos enfants et pour une paix durable. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Oui, mon micro s'est interrompu, désolée. Donc, merci beaucoup pour ces 3 exposés. Je crois que vous avez chacune d'entre vous souligné les différents aspects. Ceci nous donne une vision d'ensemble qui nous est nécessaire afin d'avoir une discussion globale et significative. Sur la liste des orateurs, ou Sandra, pouvez-vous le confirmer d'ailleurs, j'ai notre ami Raza, c'est bien cela? Ancienne présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Très bien. Bonjour, vous me voyez? Vous me voyez? I am so happy to see you, Ula. Ravie de vous retrouver, Oula, Roxandra. Vous m'avez manqué? Je suis ravie d'avoir été invitée. Vous le savez, nous nous exprimons depuis nos domiciles personnels. Enfin, c'est mon cas en tout cas, et c'est celui de nombreux autres. J'aimerais dire quelques mots s'agissant de ce qui a été réalisé. Alors, je suis la première femme qui a occupé la présidence de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, même si cette période a été assez brève. Merci pour le soutien que vous m'avez témoigné à l'époque. Très franchement, je n'ai jamais été très impliquée dans les questions de genre. Et je n'ai pas
l'impression d'être différente, mais c'est vrai que les hommes adoptent en général des positions différentes des femmes. Et j'ai occupé le poste de ministre de la Défense en Lituanie, et c'est vrai que pour moi, c'est une question importante que celle qu'occupent les femmes, la vie des femmes. Alors, mon intervention sera très brève. J'aimerais donc parler de ce qui a pu être réalisé pour souligner que nous, au Parlement européen, la question de la dimension de genre est tout à fait prioritaire, tant la gauche que la droite, que le centre. Et au sein de mon groupe politique, le PPE, nous suivons de très près cette question. Et pour la première fois, c'est une femme, Ursula von der Leyen, qui est devenue présidente de la Commission. Et à la Commission européenne, nous avons une parité entre les commissaires. 50% sont des commissaires femmes et le reste sont des hommes. Et je m'en réjouis. Je me réjouis que nous ayons pu faire cela avec les autres groupes. Ça n'a pas été facile, mais nous avons d'excellents commissaires, tant chez les hommes que chez les femmes. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui sont moins bons que les autres. Alors, quelques jours après les élections qui viennent de se dérouler dans mon pays, vous savez que nous ne fonctionnons pas comme en Allemagne, en Norvège, aux États-Unis. Nous avons commencé à mettre en place notre démocratie en 1990 seulement, et aujourd'hui, nous avons 3 dirigeants de 3 partis politiques qui sont en train de constituer une coalition, un nouveau gouvernement, et les 3 dirigeants de ces partis politiques sont des femmes jeunes, remarquables, qui ont reçu une solide éducation. Et à la télévision, nous voyons ces 3 femmes qui discutent de l'avenir de la Lituanie et de notre futur gouvernement. Le futur Premier ministre sera une femme. Mais la chose la plus importante que je tiens à dire, sur laquelle je tiens à attirer votre attention, et je conclurai sur ce point, j'aimerais donc attirer votre attention sur quelque chose qui est incroyable, qui s'est produit dans ce pays. À savoir le Bélarus, qui souhaite s'engager sur le chemin de la démocratie. Et ce sont des femmes qui mènent l'opposition. Et ces femmes ont fait quelque chose d'incroyable, sans précédent dans ce pays. Donc, je crois que ce qui est très important pour nous, les femmes, c'est ce sont nos sociétés qui doivent accepter, qui acceptent ou pas les femmes à différents postes, militaires ou autres. Et ce sont des exemples à suivre. Nous avons maintenant l'Union européenne, avec la Commission qui est dirigée par une femme. Je suis donc, quant à moi, très optimiste pour l'avenir. Et Ruxandra Popa est devenue secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et je pense qu'elle fait un excellent travail. Et je crois qu'il est important que nous toutes essayons d'ouvrir tout grand les portes aux jeunes générations
de femmes afin qu'elles puissent prendre leur place. D'ici 10 à 20 ans, nous risquons, par contre, de devoir parler de donner leur place aux hommes. Alors évidemment, la question de l'égalité de genre est importante, tant pour les hommes que pour les femmes. Sans un homme fort, je ne serais jamais devenu ministre de la Défense parce que le Premier ministre m'a encouragé et je crois qu'il est important d'assumer, d'inciter et de soutenir ceux que l'on invite à assumer des responsabilités. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Roxandre Attila figure sur ma liste. Ah, notre président est arrivé. Alors, je vais lui donner la parole et je vais également lui rendre la présidente. Et j'ai également une collègue qui voudrait prendre la parole. Attila, soyez le bienvenu. Eh bien, j'ai une réunion avec le président du Parlement. J'ai été très occupée. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais, donc désolée de ce retard. En tout cas, je sais que vous vous êtes certainement mieux débrouillés en mon absence que si j'avais été là. Voilà, je ne vais donc pas prendre la parole trop longtemps. Je voudrais simplement vous dire que ce projet est très important pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Peu importe qui en est à la tête. Alors, la situation est peut-être pire maintenant parce que c'est un homme qui est président de l'Assemblée parlementaire. Avant, c'était une femme formidable. Donc, je fais de mon mieux. C'est pourquoi je tenais à être présent personnellement afin de montrer que nous avons entamé ce travail il y a un certain temps déjà. En tout cas, merci beaucoup à Oula de m'avoir remplacé. Je vais vous inviter à poursuivre. Je vais rester en tant qu'observateur. Je vais présider, animer la réunion. Donc, qui est le prochain intervenant? Donnez-moi des informations. Alors, Galina Mikhailchuk d'Ukraine souhaite intervenir. Galina, nous allons vous faire apparaître à l'écran. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis ravie de pouvoir intervenir sur ce sujet. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Vous le savez, je suis membre du Parlement ukrainien. Je voudrais vous donner un retour d'information s'agissant de ce qu'a dit Madame Finch en Ukraine. S'agissant de la question de la parité lors des dernières élections parlementaires en 2019, nous nous sommes retrouvés avec 23% de femmes parlementaires, ce qui est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais connu au Parlement. Dimanche dernier, il y a eu des élections locales. Les résultats ne sont pas encore prêts, mais la règle, 2 candidats sur 5 doivent être des femmes sur les listes qui ont été approuvées pour participer à ces élections. L'année dernière, nous avons modifié les normes pour les langues écrites. Il est donc officiel désormais que l'ukrainien, si vous voulez, la langue sera féminisée. Donc, à l'écrit, la langue sera féminisée plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Alors, nous avons donc établi des quotas pour
rééquilibrer la parité, mais pour l'instant, au gouvernement, il n'y a que 3 représentants femmes, ce qui représente 10%. Il y a un ministre, un vice-ministre et un ministre par intérim. Malheureusement, cela ne nous semble pas suffisant. Et au Parlement ukrainien, nous n'avons que deux femmes qui président des commissions parlementaires sur 23. Une qui fait partie de la majorité, mais un certain nombre de femmes occupent le poste d'adjointe. Alors, d'après mon expérience personnelle, l'année dernière, notamment, j'ai été désignée pour présider la commission parlementaire sur les relations internationales. Mais je sais que ce que l'on souhaitait, c'était un homme qui est la quarantaine. Moi, je suis une femme qui a la trentaine. Donc, finalement, c'est l'homme qui est dans la quarantaine qui a eu le poste. Alors, personne n'a pu expliquer pourquoi ça s'était produit. En tout cas, voilà. Maintenant, je suis vice-présidente d'une commission parlementaire, un commentaire sur la commission sur le respect des lois. Donc, à chaque fois que j'ai des discussions avec des collègues d'autres commissions parlementaires, eh bien, ils se demandent comment je réussis à survivre dans un environnement si largement masculin en tant que femme. Comme le président de ma commission le dit, le fait que je sois présente au sein de cette commission a grandement modifié l'ambiance au sein de cette commission. Sachez par ailleurs qu'il y a matière à amélioration en termes de quotas parlementaires, de qui a obtenu des sièges au Parlement, comme Christina Finch le disait. Nous devons donner l'exemple aux autres institutions et instances. Mais moi-même et mes collègues, j'espère que tout ceci est officieux, considérant qu'il est plus facile d'obtenir un poste de haut niveau si on est un homme dans la quarantaine. C'est ce qui assure le plus de chances de succès. Les femmes parlementaires ont préparé un projet de loi comme quoi nous souhaitons ne pas être à 40-60 pour les prochaines élections parlementaires, mais à 50-50. Lorsque nous discutons de projet de loi, eh bien, nous menaçons les parlementaires en leur disant que nous allons présenter ce projet de loi, que nous allons soumettre au vote s'ils ne se tiennent pas bien. La situation s'est grandement améliorée par rapport à ce que nous connaissions auparavant, parce que les parlements précédents comptaient moins de 20% de femmes. Maintenant, nous sommes beaucoup plus nombreuses, mais si nous parlons de chiffres d'une manière générale, si vous souhaitez être adjointe, très bien, mais malheureusement, si vous souhaitez occuper une véritable responsabilité au sein d'un ministère, présider une commission parlementaire ou d'autres instances, c'est nettement plus compliqué.
Alors, nous avons beaucoup d'espoir dans nos partenaires internationaux qui feront peut-être une petite piqûre de rappel lorsque nous avons des interactions, des négociations s'agissant des quotas, s'agissant de parité hommes-femmes, s'agissant de postes. J'espère en tout cas que nos efforts aboutiront. Voilà le retour d'information que je souhaitais vous donner. J'espère que cela vous sera utile. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux intervenants de répondre. Oula, vous avez une question? Vous ajoutez votre question aux précédentes. Allez-y, Oula. Oui, j'aimerais poser des questions aux trois intervenants. Ma première question, je l'adresse à Claire. Vous avez dit que pour l'instant, qu'il y a 2 points qui posent problème. La montée des populismes qui a des conséquences très graves sur le droit des femmes au sein de nos États membres, mais également au sein de l'OTAN. Il est important de veiller à ce que l'intégration de la dimension de genre et l'égalité des droits entre les hommes et les femmes fassent partie intégrante de la formation pour les dirigeants. Donc, dans le cadre du processus de réflexion qui est en cours, l'OTAN à l'horizon 2030, s'agit-il d'un sujet qui est tenu en compte? Et si oui, j'aimerais savoir comment ces questions sont traitées dans le cadre de ce processus de réflexion. Maintenant, une question que j'adresse à Louise. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, à savoir ceux qui ne sont pas favorables à l'égalité ne peuvent pas être de bons commandants. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question de valeurs fondamentales dans nos démocraties. À l'OTAN, l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des valeurs qui prévalent et il faut appliquer cela. Donc j'aimerais savoir ce qu'il y aurait moyen d'améliorer dans les parlements nationaux, qu'il y aurait-il moyen de faire pour nos forces armées en la matière, s'agissant de la formation des dirigeants. Est-ce que ces questions sont dûment tenues en compte dans la formation des dirigeants? Et enfin, une dernière question que j'adresse non pas à Louise, mais à Christina cette fois. Comment ça s'appelle? Oui, Christina, c'est bien ça. Vous avez parlé de budget et de financement pour ces questions au sein de notre commission. Nous avons discuté des conséquences de la pandémie et il y a un risque que certaines ressources soient utilisées dans le contexte sanitaire pour renforcer l'économie, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un recul sur les questions de genre à cause de cela. Quelle est votre expérience en la matière? Y a-t-il une différence d'attitude en rapport avec la pandémie? Est-ce que des femmes ont perdu leur emploi? Est-ce qu'il y a moins de possibilités de se former pour les femmes dans ce contexte? Merci. I didn't quite catch up, but I think I'm not. Oui, alors je pense que oui, je n'ai pas tout saisi, mais je pense qu'on me demandait une réponse. Alors merci de cette question. C'est une question très importante parce que ce que nous savons, c'est que lorsque nous obtenons des gains,
y compris en matière de droit, il peut y avoir des reculs si on ne pousse pas constamment pour les remettre à l'avant-plan. Et ça, c'est vrai pour tout l'éventail du programme Femmes, Paix et Sécurité. La seule façon d'avoir de ne pas perdre ces gains, c'est de garantir que c'est intégré, que c'est bien intégré dans les lois, dans les politiques, pour s'assurer que c'est inamovible, en fait, que ça c'est bien intégré dans les politiques. Et donc, comme vous l'avez dit, il s'agit donc, c'est vraiment une question de leadership. Il faut donc vraiment avoir adopté une approche descendante, mais également une approche ascendante. Donc, il faut se retrouver à mi-chemin. Donc, c'est une responsabilité partagée. Et c'est pour cela que le secrétaire général, dans le processus Horizon 2030, a mis en avant le programme Femmes, Paix et Sécurité et la sécurité humaine également. Et à l'OTAN, le programme Femmes, Paix et Sécurité coexiste avec l'approche sécurité humaine, ce qui veut dire qu'on adopte une perspective de genre qui sert de passerelle entre le politique et le militaire en examinant pendant les questions de enfants dans les conflits armés et ce qu'on appelle également l'élément sécurité humaine dans tout ce que nous faisons. Alors, 2030, c'est vraiment au centre de ce programme. Et le secrétaire général insiste pour qu'il y ait une parité homme-femme au panel, mais également, nous allons très souvent, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, ainsi que les autres dirigeants, estime que le Femmes, Paix et Sécurité, ça fait partie du processus et c'est une bonne chose parce que sinon, on ne peut pas mettre cela de côté. C'est essentiel également sur le plan opératif, sur le plan tactique, sur le plan stratégique et donc nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas envisager l'avenir de l'OTAN sans les femmes, la paix et la sécurité comme étant un élément contributeur essentiel à la façon dont nous allons mener nos opérations à l'avenir. Merci. Prochain intervenant, le vice-amiral ou Christina? Oui. Amiral, votre micro n'est pas activé. Je vais voir si je peux l'activer à partir d'ici. Non, ça ne semble pas avoir réglé le problème. Est-ce que peut-être vous pouvez l'activer de votre côté? Essayez le bouton en bas de l'écran. Bon. Yeah, I'm really sorry. This doesn't seem to be working. Maybe, Mr. President, we can try Christine. Peut-être qu'on peut passer à Christina, Monsieur le Président, en attendant de régler le problème. Oui. Alors, Christina, vous m'entendez? Très bien. Alors, tout d'abord, pour répondre à la députée de l'Ukraine, merci de votre intervention et des informations supplémentaires que vous nous avez transmises concernant les femmes, la paix et la sécurité et le rôle des femmes au Parlement ukrainien. J'ai évoqué l'Ukraine comme étant un exemple et le travail qui se fait là nécessite du courage, de la volonté politique pour qu'un pays s'ouvre à une inspection, pour ainsi dire, de l'extérieur. Et donc, nous sommes fiers de nos relations avec l'Ukraine et avec les institutions de sécurité du pays. Alors, pour ce qui est de la pandémie qui nous a tous touchés partout sur la planète, et les femmes en particulier, bien sûr, la pandémie a bien sûr des effets de genre. Bon, ça fait moins d'1 an que la pandémie a éclaté, mais il y a déjà une augmentation du nombre de cas de violence familiale. Les femmes sont plus touchées
que les hommes par ce problème et également les femmes ont plus de responsabilités également en matière de garde d'enfants et également souvent il y a des pertes d'emploi qui sont causées par ces responsabilités familiales supplémentaires et donc aux États-Unis, la disproportion est flagrante. C'est surtout les femmes qui sont touchées par les pertes d'emploi en raison de la pandémie. Et donc, tout cela fait partie du programme Femmes, Paix et Sécurité au sens large. Tout cela, ce sont des questions FPS et donc il ne faut pas revenir sur les budgets qui sont consacrés à ce programme et l'effet de la pandémie, la pandémie va continuer à avoir un effet sur tous les volets de ce programme, que ce soit en termes de migration, d'effets disproportionnés sur les femmes. Et donc, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment, ça fait vraiment partie intégrante de notre programme. Et il faudra continuer à le faire lorsque il y aura une reprise et lorsque la pandémie sera derrière nous, espérons-le. Maintenant, Louise, vice-amiral, est-ce que vous nous entendez? Non. Alors, si ça ne fonctionne pas, essayez de relancer votre écran, rafraîchir votre écran. Vous serez déconnecté et vous devrez redemander la parole, mais en tout cas, ça pourrait peut-être régler le problème de son. Dès qu'elle est de retour, Monsieur le Président, je vous le ferai savoir. Oui, maintenant, ça fonctionne. Très bien. Oui, alors très bien, ça fonctionne. On a vidéo et audio. Merci infiniment pour ces questions très importantes. Alors, qui suis-je pour remettre en cause des élus? Mais bon, moi, je fais beaucoup confiance aux chiffres. Bon, les parlementaires peuvent toujours remettre en cause les gouvernements par l'entremise du processus d'approbation budgétaire, peuvent également poser des questions. Et les enquêtes qui ont été réalisées par le DCAF nous ont donné des chiffres essentiels. Et même chose pour du côté militaire, en fait. Lorsque on estime que quelque chose est important, on y affecte des ressources budgétaires. Et donc, ça, c'est possible à tous les niveaux de la structure militaire d'affecter des crédits pour atteindre certains objectifs. Donc tout d'abord, il faut déterminer des objectifs numériques et ensuite demander des résultats. Voilà, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. J'espère avoir bien répondu à votre question. Et également, j'aimerais féliciter Claire pour ses très bonnes réponses aux questions qui lui ont été posées. Merci. Merci. Alors, on peut poursuivre la ronde de questions. Alors, on va entendre 3 questions maintenant. Alors, Nouara Jaffer d'Algérie et ensuite de la Suède. Alors, Nouara d'abord. Alors, Madame Jaffar, vous devriez apparaître à l'écran maintenant. Oui, voilà. Monsieur le Président, mais oui, c'est peut-être une petite intervention sur le sujet, la femme, la paix et la sécurité. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, bonsoir ou bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour cette louable initiative qui vise à renforcer le principe selon lequel femmes et hommes sont des partenaires égaux dans la quête de la paix et de la sécurité. Le monde est aujourd'hui
confrontée à des défis majeurs dus à l'instabilité dans de nombreuses régions induites par les conflits, les guerres et par les crises économiques, sociales et sécuritaires qui influent négativement de manière tragique sur la réalité des femmes et des petites filles en raison de leur exposition à divers types de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Cette situation s'accentue alors que la communauté internationale ne cesse de mettre l'accent sur le respect des droits humains et considère les droits des femmes comme un des fondements fondamentaux de ces droits et œuvre à la promotion de la pratique démocratique et à la bonne gouvernance à travers la contribution des citoyens, femmes et hommes, sans discrimination ou distinction. C'est un effet et un rôle au sujet duquel insistent les chartes, les déclarations, les traités et les accords internationaux relatifs aux droits humains et à la lutte contre la discrimination et dont la communauté internationale s'est engagée à concrétiser. L'Algérie, qui a adopté la résolution 1325 du Conseil de sécurité, ainsi que les résolutions connexes qui sont venues la compléter, a subi les affres du terrorisme durant la décennie noire qui ont déstabilisé la paix et la sécurité. Cependant, grâce à la volonté politique confortée par les efforts consentis par les Algériennes et Algériens, l'Algérie a pu surmonter seule ce défi. Dans ce cadre, la femme algérienne a activement contribué à la réussite de la réconciliation nationale où elle a accompli avec succès et à côté de l'homme, beaucoup d'efforts tendant à la réalisation de cet objectif. Dans ce contexte, il est à relever le principe de la promotion de la participation politique de la femme à travers l'augmentation de ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues, donner lieu à l'adoption d'une loi organique reposant sur le principe du quota dans toutes les listes de candidats aux élections législatives et locales. Cette réforme a permis à l'Algérie de rejoindre les pays ayant atteint l'objectif énoncé dans le programme d'action de Pékin en réservant 30% des postes de prise de décision aux femmes. En outre, un certain nombre de mécanismes viennent renforcer la position de la femme, tels que le code pénal amendé et complété, qui comprend désormais des dispositions qui criminalisent la violence sous toutes ses formes, notamment l'harcèlement sexuel, afin de protéger la famille, les femmes et les enfants. Cette politique basée sur la dimension du genre est mise en œuvre grâce à une stratégie globale, multisectorielle et durable que traduisent pleinement les programmes sectoriels consacrés à la promotion des droits de la femme dans différents domaines et à la lutte contre la discrimination basée sur le sexe. Cette politique, cette stratégie est suivie et évaluée par les parlementaires. Mesdames et messieurs, l'Algérie au sein du continent africain reste pleinement engagée dans le domaine de la paix et de la sécurité pour protéger la femme en l'impliquant dans le processus du règlement des conflits et de maintien de la paix. En décembre 2017, l'Algérie a abrité la première assemblée générale du réseau panafricain des femmes médiatrices. Ce réseau a été entériné par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et a été créé pour institutionnaliser la place et le rôle des femmes dans les négociations de paix. De même, au niveau de la Ligue arabe, l'Algérie a toujours œuvré à la promotion de la femme et la consolidation de ses acquis. En 2019, l'Algérie a présidé la 38e commission de la femme arabe en coordination avec la Ligue arabe qui a mis en place le comité urgence pour la protection des femmes en temps de conflits armés et permis la création d'une institution dédiée à la paix. Par ailleurs, l'Algérie s'attelle à suivre la mise en œuvre de la résolution 1325 au niveau continental et international à travers des conférences
et symposium permettant l'échange sur les bonnes pratiques, qui est essentiel pour améliorer la mise en œuvre au plan national et international. En dépit que le Conseil de sécurité ait adopté à l'unanimité la résolution 1325 en l'an 2000, reconnaissant l'impact disproportionné que les conflits exercent sur les femmes et les jeunes filles, leur permettant de passer de statut de victime à celui de participant œuvrant au maintien et à la consolidation de la paix. Il n'en demeure pas moins que les violences contre la femme durant les conflits armés restent la forme de violence la plus ignoble et la plus abjecte. À cet égard, il convient de rappeler que les efforts déployés pour rétablir la paix ont enregistré des résultats ici et là. Cependant, et pour diverses raisons, dont le rapport a cité quelques-unes, il est malheureux de constater que la concrétisation des mesures tracées par la résolution 1325 demeure en deçà des ambitions et des souhaits émis. J'estime que nous devons pas nous contenter des résultats obtenus jusque-là. Après 20 années d'efforts louables, nous sommes appelés à faire une évaluation de fond du travail accompli et définir de manière claire tous les obstacles et difficultés ayant entravé la réalisation de tous les objectifs en se basant sur la réalité du terrain. Je ne conclurai pas mon intervention sans évoquer les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en raison de la propagation de la pandémie COVID-19. Il s'agit d'une épidémie qui a impacté négativement le monde entier, comme elle a causé des crises dont on ressent les implications. Cela ne peut que compliquer la situation des gens déjà vulnérables, des femmes et des petites filles vivant dans des zones de conflit et de crise. Aussi, la communauté internationale est appelée à prospecter et à adopter de nouvelles méthodes pour faire face à ces situations afin d'atténuer les dommages causés par cette pandémie, par le renforcement de la coopération et la solidarité internationale en vue de permettre à tout un chacun de vivre dans des conditions où règne la paix, la stabilité et la sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je crois que nous avons perdu le président, mais il avait déjà annoncé la prochaine intervenante, Alexandra Volker de la Suède. Alors, je lui cède la parole. Merci. J'espère que vous m'entendez tous. C'est la première fois que j'utilise Kudo. Alors, c'est assez intéressant comme expérience. Merci pour ce séminaire très intéressant et pour vos réflexions. Je suis ravi de vous entendre. C'est une question très importante et j'espère que nous pourrons en parler davantage à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais également dans les sommets que nous organiserons. Je voulais parler plus particulièrement du rôle des parlements qui a été évoqué par la vice-amirale, parce que je pense que c'est très important. Les parlements jouent un rôle important. Nous, les parlementaires, nous avons des rôles importants dans nos commissions sur cette question. En Suède, et le pays que je représente, nous avons depuis 2014 mis en œuvre un programme de politique étrangère féministe, ce qui veut dire que dans tout ce que nous faisons en matière de politique étrangère, doit être, nous devons prendre en considération le rôle des femmes et des enfants. Il faut traiter du rôle des femmes, en particulier, par exemple, pour les projets d'aide au développement à l'étranger. Et nous voyons également, et ça revient
toute la question de la politique et des parlements. Si on veut plus de femmes qui participent aux missions militaires, aux négociations de paix, nous devons en fait faire le travail en amont parce qu'elles n'apparaîtront pas de nulle part. Et donc, les femmes doivent avoir l'expérience qu'il faut, avoir réalisé les études qu'il faut, la bonne formation. Et donc, ça ne sortira pas de nulle part. Et donc, il faut prendre des décisions politiques pour y arriver. Il faut, par exemple, avoir tel projet d'éducation, tel projet pour essayer de recruter les femmes dans l'armée, par exemple, où il faut avoir des dirigeantes qui soient sensibilisées aux problèmes de négociation. Et il faut peut-être également repérer des femmes qui peuvent avoir des rôles importants à jouer dans les négociations de paix. Donc, en ce sens, je pense que c'est important ce dont vous avez parlé. Nous avons donc un rôle très important à jouer en tant que représentants politiques. Et je crois que nous avons parcouru un certain chemin en ce qui concerne la politique étrangère, mais il nous reste encore du chemin à parcourir lorsqu'il s'agit de politique de défense de façon générale. C'est plus facile lorsqu'on parle de politique étrangère de façon générale plutôt que de parler de défense plus précisément. Ça a toujours été dominé par les hommes, ça c'est l'histoire qui nous le dit. Pour les dirigeants politiques, ceci est très important. Cela montre qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. Je suis heureux que depuis plusieurs années, qu'on a commencé à ne plus dépendre du genre et de voir que la dimension de la parité homme-femme est un sujet important. Donc, nous souhaitons vous remercier. Je crois que nous avons eu des points très intéressants lorsqu'ils ont été soulevés en ce qui concerne le rôle des politiques, mais également la supervision, le suivi. Lorsqu'il s'agit de missions internationales, on ne sait pas toujours combien de femmes participent à une mission. Même si c'est un des objectifs durables, on ne sait pas toujours quelle quantité de femmes sont représentées du côté militaire. Ce qui fait qu'il est impossible d'ailleurs d'avoir de bonnes données ou d'être proche des chiffres. Alors merci beaucoup. J'attends avec impatience d'entendre le reste du débat. Je crois que le président a des problèmes techniques. Il essaie de rejoindre notre réunion. Et donc, sous l'autorité d'Oula, je vais donner la parole à Anna Pondiskov, qui vient du Parlement européen, si vous le permettez. Essayons à nouveau. Nous essayons de la faire apparaître sur l'écran, voyons, et tout semble bien se profiler. Nous y sommes. La caméra n'est pas dans le bon sens, mais on peut vous entendre. On peut vous entendre, donc si vous le souhaitez, vous pouvez poser votre question. N'hésitez pas à commencer. Les paramètres de la caméra ne semblent pas fonctionner. Mais on vous entend, donc si vous souhaitez poser votre question malgré tout, de toute façon, les intervenants vont vous entendre. Eh bien, merci à la présidente. Bonjour, chers collègues. C'est une date très importante. Je suis fière de pouvoir partager quelques impressions avec vous. La résolution du Conseil de sécurité sur les femmes, l'appel à sécurité, a pour but de protéger les femmes et les jeunes femmes. Je vais essayer d'illustrer mon propos. Il y a toujours un manque de perspective du genre dans le domaine des politiques sécuritaires.
on essaie par des algorithmes d'inclure la dimension du genre. Donc il faut pour cela intégrer la perspective du genre dans nos sociétés. La résolution est basée sur l'inspiration, mais il faut que la perspective du genre et l'équilibre homme-femme soient réalisés. Et la société civile aujourd'hui a le pouvoir de le faire et pourrait nous aider, bien sûr, sur le terrain. Nous traitons toujours avec une majorité de gouvernements conservateurs, intégristes, qui rejettent le pluralisme et l'inclusivité. Il y a le dialogue inter-afghan à Doha, il y a Hurghada, et il y a une pauvreté culturelle, institutionnelle de beaucoup de sociétés. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme doit avoir un test de virginité? Pourquoi forcer une femme à un mariage? Pourquoi est-ce qu'une femme doit lutter pour ses droits sexuels? Mais ma dernière réflexion est également optimiste vis-à-vis des réalisations des femmes. Il y a maintenant les stations spatiales internationales et nous avons une femme qui a été dans l'équipe de l'Espagne, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, qui sont lauréats au prix Nobel en termes de chimie pour avoir inventé les systèmes génétiques et avoir amené la science vers un nouveau domaine pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité. Merci, chers collègues. Eh bien, merci. Nous avons notre président qui revient, je crois. Essayons de l'entendre. Monsieur le Président, avec mon téléphone, parce que le reste ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais mon laptop ne marche pas, donc c'est peut-être plus difficile. Notre collègue suédoise avait quelque chose à dire. Non, non, c'est fait, c'est fait. Nous avons eu le Parlement européen et puis il y a d'autres questions. On va peut-être tout regrouper. Allez-y alors. Donc Emmanuel Jacob, qui est le président de l'Euromil à l'Organisation européenne de l'association militaire. Emmanuel. Merci, vous m'entendez, vous me voyez? Alors tout d'abord, je voulais remercier l'Assemblée parlementaire de l'OTAN de nous avoir invités pour un événement si important. Je voulais simplement vous remercier également de m'avoir invité en tant qu'observateur pour pouvoir prendre la parole et poser des questions. En fait, c'est plutôt une remarque qu'une question que je voulais formuler. Lorsque je regarde notre organisation, c'est-à-dire une association venant de l'Europe, d'associations militaires avec 33 organisations de 21 pays européens, lorsque je regarde notre organisation, malheureusement, je dois dire que nous n'avons que 3 organisations qui sont menées par une femme. Et parmi ces 3 organisations, simplement 2 sont des soldats professionnels. Lorsqu'on regarde en Europe ce qui se passe, alors on n'a pratiquement aucune organisation menée par des femmes. Je ne parle pas simplement d'unité de femmes professionnelles, mais pour l'instant, il n'y a qu'une organisation, d'après ce que nous savons, cette organisation a même dû ouvrir un certain mouvement, à un certain moment, son adhésion à des soldats. Et cela a montré que les femmes, les organisations constituées de femmes, étaient celles qui pouvaient protéger nos soldats. Lorsque nous avons des réunions avec les organisations, lorsque je me rends à l'étranger, on a rarement rencontré des déléguées féminines. Et on a discuté avec ceux qui représentent l'association de l'Union. Les mêmes arguments revenaient, les problèmes du fait de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer. Il y a la vie professionnelle et la vie familiale dont elles doivent s'occuper. Elles n'ont pas le bon cadre dans les casernes pour faire face à ces 2 aspects.
Donc, ce que l'on voudrait faire, c'est non seulement demander aux dirigeants militaires d'avoir la possibilité que leurs soldats femmes aient la bonne formation, le bon cadre pour travailler dans ce genre d'association, pour représenter les effectifs militaires ou pour être sûr que tous les effectifs militaires, hommes et femmes, soient bien représentés. Je voudrais également demander au Parlement qui traite de ce genre de choses d'avoir ce genre de discussion à l'échelon de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et je dirais également aux parlementaires nationaux qu'après cela, lorsque vous rentrerez dans vos parlements nationaux, alors là, il faudra relancer le débat. Parce qu'ici, je pense qu'il est bon d'avoir cette discussion à l'échelon de l'Assemblée parlementaire, mais vous devez revenir sur le terrain dans vos positions nationales et relancer le débat. C'est très important, tout le monde le sait. Il est important parce que nous avons pour l'instant des femmes dans les forces armées qui sont dans des missions à l'étranger. Elles ont un rôle très important à jouer. Je suis convaincue que ceci est nécessaire également pour représenter les effectifs militaires. Il nous faut représenter tout un chacun doit être représenté, mais tout le monde doit avoir les mêmes possibilités pour faire face à la situation, parce que c'est quelque chose que les membres du Parlement peuvent organiser, parce que c'est eux qui fixent le cadre juridique pour traiter de cette question, et c'est aux dirigeants politiques alors d'organiser quelque chose et de faire face à la situation. Merci à l'OTAN, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, d'avoir organisé ce débat. Merci d'avoir ouvert la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a une autre question d'un collègue turc. On va donc entendre la dernière question de notre collègue turc. Roxana, si vous voulez bien me permettre de la raccorder sur l'écran. Je crois qu'elle a disparu de la liste de demandes d'intervention. Donc, si vous voulez toujours demander la parole, vous devez garder le bouton. Sinon, on pourra peut-être passer alors aux réponses. Elle a disparu de notre liste de demandes d'intervention. Très bien. Alors, poursuivons. Nous allons passer à la période réponse pour conclure la réunion. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Qui est la première personne qui souhaite répondre? Oh, Sandra. Je crois que c'est moi. Donc, je voulais simplement rebondir sur quelques points qui ont été soulevés. Un particulièrement concernant les politiques en matière d'affaires étrangères et la possibilité d'avoir également une politique de défense féministe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des politiques de défense féministes? Le féminisme concerne l'égalité. Et lorsque l'on se penche sur l'égalité, la parité dans les forces nationales, l'idée d'aller vers l'égalité, que ce soit par la diversité, mais par toutes les politiques également, que l'on peut insuffler, c'est vraiment là que l'on souhaite aller. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Toutes les missions pour les militaires doivent être ouvertes aux femmes, y compris aux hommes. Toutes les opportunités de formation doivent être proposées aux femmes comme aux hommes. C'est la décision des femmes de savoir vers où elles souhaitent amener leur carrière. Mais l'idée d'avoir une accessibilité pour les femmes et que ceci ne doit pas être conçu comme étant un obstacle dans quelque institution que ce soit, ceci fait partie de l'avenir et ceci nous montre que ce que nous devons faire à l'horizon 2020. Je voulais simplement rebondir sur la question suivante. Comment changer de structure? On dit qu'il y a des obstacles. On parle de la vie de famille pour les femmes, mais également pour les hommes. Ils ont aussi des enfants. Et nous avons une humanité qui a une responsabilité égale. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, ça devrait l'être parce que les hommes ont des enfants et doivent participer à la tâche. Donc, il ne faut pas dire que les femmes ont des responsabilités particulières. Ça n'est pas ce dont on doit parler à l'horizon 2020. Et on utilise cela comme obstacle, que ce soit en matière de politique de défense, dans les carrières politiques, ou si on veut simplement travailler dans le magasin local.
quelle que soit la situation, il s'agit de savoir comment changer notre discours sur l'égalité et la parité homme-femme. Et lorsque je travaillais dans le maintien de la paix, à plusieurs reprises, on a eu des conversations pour que les hommes réagissent aux défis qui concernent les femmes. Et quand on disait on ne veut pas se déployer parce qu'on ne veut pas laisser les enfants, lorsque vous posez la question à une femme, ça n'était pas la réponse. Donc, il faut faire avancer les politiques en posant toujours les mêmes questions à différentes personnes, à différentes sections de notre société, afin de pouvoir trouver une réponse solide. Et chemin faisant, si on regarde les 10 années, 20 années à venir, on veut être sûr que nos conversations de défense, les conversations sur les politiques des affaires étrangères soient également là pour le point de vue féminin de la parité homme-femme. Et ça doit être le début d'une conversation, mais pas la fin de la conversation. Merci beaucoup. Qui vient ensuite? Amiral. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu des remarques très intéressantes qui ont été faites. Particulièrement, j'étais heureuse d'entendre l'Algérie, ce qu'elle a expliqué, qui est très impressionnant. Mais comme Claire l'a dit, il y a le programme de la Suède sur la politique étrangère féministe. C'était très inspirant, très évocateur, très intéressant. Et puis, le Parlement européen, son représentant, on dit qu'il fallait utiliser la dimension du genre également dans tous les domaines, comme l'intelligence artificielle. Et je crois que lorsqu'il s'agit des difficultés pour les femmes de se déployer, ou de se porter volontaire pour telle ou telle mission parce qu'elles ont une famille, là encore, il faut ne pas oublier le fait qu'il y a beaucoup de stigmatisme. Donc, ce n'est pas toujours facile en tant que femme, en tant que mère, de se défendre parce qu'on fait ceci ou cela. On s'en lasse à la longue. Vous le savez déjà, le service militaire obligatoire en Norvège, dans mon pays, pour les hommes et les femmes, existe depuis 2015 et nous voyons des effets fantastiques qui ressortent de cela. Bien sûr, les femmes dans le domaine militaire arrivent petit à petit, mais tout va dans le bon sens et c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit des questions, de la question globale sur les femmes, la paix et la sécurité, il s'agit également de sensibilisation, de dialogue. Il s'agit également de mise en réseau. Et il s'agit également d'utiliser les bons instruments. Et moi, je pense que l'encadrement est incontournable. J'en suis convaincue. Je n'ai jamais entendu quiconque dire qu'il avait perdu son statut parce qu'il avait transmis des conseils à d'autres personnes. Donc voilà, moi je partage ce point de vue. Merci. Alors, Christina, merci, je suis tout à fait d'accord avec les remarques qui viennent d'être faites et j'ajouterais qu'en termes d'obstacles par rapport aux femmes dans les forces de maintien de la paix, je parlerai d'un projet dont le DECAF est très fier, le projet canadien LC. On travaille pour voir quels sont les obstacles avec eux pour l'entrée des femmes dans les forces de maintien de la paix. Il s'agit de savoir si ce sont des femmes qui donnent des soins ou autres, quelle est la réalité, ce qui les arrête et s'il y a des obstacles pour qu'elles fassent partie d'une force de maintien de la paix. Donc la réalité est une question de perception et comment aller au-delà des partis pris en ce qui concerne les perceptions, les politiques. C'est un projet et nous sommes très fiers de faire partie de ce projet. The Women, Peace and Security Agenda is... Le programme FPS est un programme important, mais il faut mettre en place une transformation. Il faut aller au-delà de ce que nous faisons actuellement et c'est là que je tiens à souligner le rôle des parlements. Des actions
de transformation nécessite une volonté politique. Il faut vraiment assurer le suivi de ce que l'on fait. Il faut s'approprier ces efforts et il faut un changement pérenne. Les parlements ont un rôle à jouer en la matière, s'agissant de trouver une volonté politique, d'inciter au changement, à l'appropriation au plan local et à veiller à ce que tous ces changements modifient la manière dont les institutions sécuritaires font leur travail. Je vais m'en tenir là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Si je ne m'abuse, des réponses ont été apportées à toutes les questions. Donc, je pense que nous n'avons plus de temps. Le président a l'amabilité de remercier les interprètes. Merci beaucoup à nos invités de vous être exprimés sur cette question très importante. Sachez que nous poursuivrons ce débat, ce dialogue. Vous aurez donc l'occasion, au sein de la Commission sur la dimension civile de la sécurité, d'en discuter plus avant. Et nous trouverons du temps pour débattre de cette question. Merci pour votre participation. Merci pour les informations que vous avez partagées avec nous. La séance est levée. Je vous remercie. Merci à tous.